Mesdames et messieurs, voici la honte de notre famille. Mon père a ri si fort que tout le mariage a pu l'entendre. Puis un invité s'est figé. Attendez. Vous n'êtes pas l'amiral Dubois. J'ai hoché la tête. Oui. C'est moi. Papa s'est étouffé avec son vin. Je m'appelle Aurélie Dubois. Ce soir-là, mon frère, Julien, a porté un toast à sa nouvelle épouse. Mon père a levé son verre et a fait de moi la cible de sa blague. Tout le monde s'est tourné pour le regarder. Nous étions dans une salle des fêtes décorée de guirlandes lumineuses. Les chaises métalliques crissaient, les fourchettes tapotaient. Papa n'avait pas besoin de micro. Il avait cette voix d'entraîneur qui remplit une pièce. Il a salué le couple avec 9 mots polis, puis a pivoté, souriant vers moi comme un homme sûr de son effet qu'il avait vanté toute la semaine. Celle-ci, dit-il, en inclinant son verre. Pauvre chérie, la plus grande gaffeuse de la famille. Les rires ont roulé comme le tonnerre sur un champ, rapide, avide, attendant de fendre quelque chose. La serviette de ma mère s'est figée en l'air. Ma sœur, Sophie, a baissé les yeux vers son bouquet. J'ai tenu mon verre de vin par le pied et j'ai laissé le froid me parcourir les doigts. Des années à apprendre quand ne pas parler m'ont maintenu droite sur la chaise pliante. Je n'allais pas saigner pour lui ce soir. La condensation sur son verre traçait un fin chemin à travers le motif floral de la nappe. Un ami de mon frère a tapé sur la table. Un inconnu près du gâteau de mariage s'est arrêté à mi-chemin de sa place. Il portait une tenue de cérémonie blanche qui captait la lumière comme la vérité. Il n'a pas regardé mon père. Il m'a regardé. La pièce a changé d'atmosphère comme l'air avant la pluie quelque part. Un enfant a ricané puis s'est ravisé. Papa a enchaîné avec les vieilles histoires où je trébuchais haut et ne terminais jamais bien. Les gens ont souri parce qu'on leur avait appris à le faire. L'homme en blanc s'est raclé la gorge. Un son bas et certain qui ne demandait pas la permission. Attendez, dit-il, les yeux fixés sur les miens. N'est-ce pas? J'ai posé mon verre pour qu'il ne tremble pas. La salle a retenu son souffle. J'ai retenu le mien un battement de cœur de plus car le timing peut être une grâce et une lame. J'ai grandi dans une ville qui s'accrochait au match de rugby du samedi soir comme une religion. Le stade de rugby du lycée servait de carte d'appartenance. Mon frère Julien a gravé son nom dans ses gradins avec des essais et des coupures de journaux. Ma sœur Sophie a suivi avec une moyenne que les professeurs présentaient comme une écriture sainte. Et moi, j'étais celle qui a fait de l'athlétisme pendant une saison, a trébuché sur la première et n'a jamais pu l'oublier. Papa adorait raconter cette histoire. Lors des barbecues à la salle de réunion paroissiale, même une fois lors d'un repas après les obsèques, elle s'est relevée, a terminé bonne dernière, notre propre reine du retour. Il riait et tout le monde riait aussi parce que c'était plus facile que de ne pas le faire. Je riais aussi à l'époque. À 13 ans, on apprend vite que sourire avec la foule empêche les projecteurs de brûler. Mais la nuit, je regardais le ventilateur de plafond dans ma chambre et je chuchotais la même chose encore et encore, comme une prière ou une menace. Je ne serai pas la blague éternellement. J'ai tout essayé. Volleyball, club de débat, même le théâtre. Je ne me suis jamais distingué. Pas de la manière dont mon père mesurait la valeur. Il a applaudi par devoir à mon récital de chorale, puis est parti tôt pour une bière rapide avec l'un des entraîneurs de Julien. À 15 ans, j'ai arrêté de l'inviter. Maman venait toujours, son sac soigneusement plié sur ses genoux, les yeux clignotants d'excuses. Elle ne disait jamais rien. Une nuit, j'ai ramené un projet scientifique dont j'étais fier. Des fils, de minuscules ampoules s'allumant en séquence. J'ai attendu au plan de travail de la cuisine pendant qu'il regardait le journal des sports du soir. Quand j'ai finalement parlé, il a jeté un coup d'œil au tableau, l'a tapoté d'un doigt et a dit « Pas mal, mais tu ne surpasseras jamais l'étagère à trophées de ton frère. » Cette nuit-là, j'ai rangé le projet dans la poubelle derrière notre garage et je suis allé courir dans l'obscurité. Je ne me suis arrêté que lorsque mes poumons ont imploré grâce. Après cela, j'ai arrêté d'essayer de l'impressionner, mais je n'ai pas arrêté d'essayer. Je me suis réveillé plus tôt, j'ai couru plus loin, j'ai poussé mon corps jusqu'à ce qu'il tremble, et dans le silence juste avant l'aube, j'ai commencé à lire l'histoire de la guerre, la stratégie navale. Des histoires de femmes qui avaient commandé des navires et porté un poids sans applaudissements. Personne ne le savait encore, mais je commençais à construire quelque chose. Non pas pour me montrer,
ni par vengeance, mais pour pouvoir me tenir debout un jour sans fléchir. Le jour de mes 16 ans, je n'ai pas eu de fête, pas de gâteau, pas de bougies, pas de chant à moitié enthousiaste, juste un dîner à la table de la cuisine. Moi, maman, et le bruit sourd lointain d'un match de football que papa avait mis fort dans le salon. Julien avait un entraînement le lendemain. Sophie venait d'être acceptée à Sciences Po en avance. J'ai débarrassé la vaisselle moi-même pendant que maman faisait semblant de ne pas remarquer la boule dans ma gorge. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai enfilé un sweat à capuche, serré mes lacets et couru jusqu'à ce que tout le quartier se confonde en souffle et en asphalte. La lune était haute quand je me suis arrêté, les mains sur les genoux, les côtes douloureuses, quelque part entre le 5e et le 6e kilomètre. J'ai fait un vœu, pas à voix haute, pas même à Dieu, juste en moi, vif et silencieux comme une étincelle de silex. Je ne le laisserai plus jamais me définir. J'ai arrêté d'attendre son approbation après cela. À l'école, je marchais la tête plus haute, non pas parce que je me sentais spécial, loin de là, mais parce que je savais ce qu'il m'en coûterait de continuer à me rabaisser. J'ai continué à courir, à lire, et un jour, dans le coin arrière de la bibliothèque, j'ai trouvé un livre sur l'amiral Michelle Howard, la première femme à commander un navire de l'US Navy au combat. Je l'ai lu d'un bout à l'autre en une seule fois, les genoux repliés sous moi, les doigts se serrant à chaque page. Le lendemain matin, j'ai commencé à faire des recherches sur la marine. Pas seulement la voie d'enrôlement, mais tout. Structure, grade, histoire. J'ai cartographié le temps que cela prendrait, le type de formation dont j'aurais besoin, où je pourrais aller si je le méritais. Je n'en ai parlé à personne, pas même à maman, surtout pas à papa. S'il l'avait su, il aurait ri. Il aurait dit quelque chose comme « la marine. Tu n'arrives même pas à garder ta chambre propre, Aurélie. » Et peut-être aurait-il eu raison, à sa manière étroite de mesurer la force. Mais je n'avais pas l'intention de lui prouver qu'il avait tort avec des mots. J'avais l'intention de disparaître tranquillement dans un monde qu'il ne comprendrait jamais et de revenir tellement changé qu'il ne reconnaîtrait pas la fille qu'il avait l'habitude de rabaisser. Cette fille serait forgée dans le silence. Et le silence, j'apprenais, pouvait être un pouvoir. Le premier matin des classes militaires, nous avons été tirés du sommeil à 5 heures par un sifflet qui semblait avoir des dents. Mon cuir chevelu picotait encore de ma coupe courte, et ma camarade de chambrée pleurait déjà avant que ses bottes ne touchent le sol. Mais je me suis déplacé rapidement. J'étais prête pour ça. Je m'y étais entraîné depuis mes 16 ans, même si personne d'autre ne le savait. Les instructeurs n'avaient que faire d'où vous veniez. Ils n'avaient que faire si votre père pensait que vous étiez inutile ou si vous étiez sorti major de votre promotion. Ils se souciaient de l'effort, de la détermination, du nombre de fois où vous vous relèveriez après qu'il vous ait mis à terre, littéralement et autrement. C'était le terrain de jeu que j'avais attendu toute ma vie. Pompe sur le béton jusqu'à ce que mes coudes tremblent. Marche sous la pluie avec un équipement qui transperçait jusqu'aux os. Frotter les sols jusqu'à ce que mes phalanges se fissurent. Et à travers tout cela, sa voix dans ma tête. Tu n'y arriveras jamais. Tu ne finis jamais rien. Sauf que maintenant, je n'essayais pas de finir pour lui. Je finissais pour moi. Quand j'ai reçu mes premiers ordres de déploiement, je n'ai pas hésité. L'encre sur le papier a eu l'impression d'une porte qui se déverrouille. J'ai été envoyé à Bahreïn, puis en mer de Chine méridionale, plus tard en Irak. Je n'étais pas de l'infanterie, mais la guerre ne se soucie pas de votre titre de poste. Une fois, j'ai maintenu la pression sur la cuisse d'un jeune fusilier marin tandis que le sang imbibait nos deux uniformes. Tout le côté gauche de mon corps s'est engourdi de peur. Mais je n'ai pas bronché. Il a survécu. J'ai écrit son nom dans un carnet que je gardais plié dans ma poche de poitrine. J'ai toujours ce carnet. Les noms sont plus nombreux que mes médailles. Dans la marine, j'ai appris le poids du silence. Pas celui qui vous éteint, mais celui qui vous endurcit, qui vous apprend à diriger par l'action, non par le volume. À ne parler que lorsque vos mots ont du poids. Les années ont passé. J'ai gravi les échelons lentement. Cicatrice après cicatrice, galon après galon. Lieutenant de vaisseau, puis capitaine de corvette, puis capitaine de frégate. À ce moment-là, le respect ne me surprenait plus, mais il me faisait encore mal la partie de moi qui avait tant voulu être vue. Une fois, juste une fois, par lui. Je n'étais pas rentré chez moi depuis près de 8 ans lorsque l'invitation au mariage est arrivée.
L'enveloppe était couleur crème, épaisse, formelle, le genre de papier qui attend des regrets de RSVP de personnes importantes. C'était le mariage de Julien. Bien sûr que ça l'était. Je l'ai posée sur la table, la regardant fixement comme si elle pouvait se mettre à parler. L'écriture sur le devant était celle de maman. La note à l'intérieur venait de Sophie. J'espère que tu pourras venir. Julien serait ravi de te voir. Il n'y avait aucune mention de papa. Jamais. Pas directement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'étais même pas sûr de vouloir y aller. J'avais manqué des vacances, des anniversaires, même l'opération du genou de maman le printemps dernier. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je ne pouvais pas supporter de m'asseoir à cette table de cuisine et d'entendre papa raconter des histoires qui me réduisaient à une note de bas de page. Chaque appel avec lui se terminait toujours de la même manière. « Tu es toujours là-bas ? Quand est-ce que tu trouveras un vrai travail, Aurélie ?» Il le disait comme si j'étais en année sabbatique prolongée, et non une officier de marine avec 2 déploiements derrière elle et un commandement à l'horizon. Une partie de moi voulait l'éviter, rester sur la base. Laisser le passé enterré là où il appartenait. Mais une autre partie, la même qui courait dans les rues de notre quartier sous une lune pâle à 16 ans, savait que c'était le moment pour lequel je m'étais entraîné depuis toujours. Pas le mariage exactement, mais la chance d'affronter cette pièce. Ces visages sans rien à expliquer. Je n'avais pas prévu d'entrée spectaculaire. Je n'ai pas emporté ma tenue de cérémonie blanche. J'ai apporté une robe de cocktail bleu marine, de simples talons, et mon silence. Celui que j'avais gagné. Celui qui pouvait fendre un homme en deux si le moment était bien choisi. Je me suis dit que ce n'était pas une question de vengeance. Que je me présenterais, applaudi quand il s'embrasserait, mangerais mon rôti de bœuf, dirais félicitations et partirais avant que quiconque n'ait la chance de poser trop de questions. J'ai même pratiqué mon sourire dans le miroir de la salle de bain de l'hôtel la veille. Il semblait assez réel, mais au fond, je crois que je savais. Il y a des moments que l'on ne cherche pas, mais quand ils arrivent, il faut être prêt à rester immobile et laisser la vérité enfin nous rattraper. La salle des fêtes sentait le barbecue et la crème au beurre. Des guirlandes lumineuses se balançaient au-dessus, projetant des ombres chaudes sur les nappes louées et les centres de table faits de bocaux en verre et de gypsophile. C'était exactement le genre de mariage que notre ville aimait. De la limonade maison et des distributeurs en verre, un DJ jouant des succès populaires, des voisins s'embrassant comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis des années. Je suis resté seul près du fond, un sourire discret, un verre de vin à moitié vide. Julien était rayonnant, tapant des dos, affichant ce sourire de star du rugby qu'il avait porté à travers le lycée et directement dans l'entreprise de son père. Sophie planait à proximité, parfaite comme toujours, ses nouveaux beaux-parents buvant chaque syllabe. Papa était en pleine forme, cravate rouge, posture large, un homme qui pensait encore pouvoir commander la pièce juste en y étant. Et quand il a tapé sa cuillère contre le verre de vin, j'ai su qu'il ne commencerait pas par moi. Il a d'abord porté un toast à Julien, bien sûr, l'appelant mon bras droit, celui qui m'a toujours rendu fier, puis à Sophie, intelligente, belle, mariée dans une bonne famille. Que demander de plus pour un père ? Puis la pause, le changement, ce silence terrible comme un projecteur braqué. Et celle-ci, dit-il en se tournant vers moi avec le même sourire que j'avais vu 1000 fois. Celui qui venait toujours juste avant le coup bas. Aurélie, pauvre chérie, j'ai senti les mots avant de les entendre, comme de l'eau froide renversée dans mon dos. Elle essaie encore de trouver sa voie. Mes amis, notre petite exploratrice, pas de mari, pas de plan, mais bon, elle est venue. C'est déjà ça. Les rires ont coulé comme de la bière tiède. Facile, familier, confortable pour tout le monde sauf moi. Je n'ai pas bougé. J'ai juste posé mon verre de vin doucement pour qu'il ne glisse pas. J'ai laissé ma mâchoire se détendre. Ma colonne vertébrale s'est redressée comme tant de fois auparavant sur le pont sous la pression. Et puis, près de la table du gâteau, une voix a traversé le bruit. « Attendez, dit l'homme. » Son ton n'était pas fort, mais c'était suffisant. Assez pour faire taire les fourchettes, pour faire pencher les têtes. Il était en tenue de cérémonie blanche, les épaules carrées, les médailles impeccables. Il ne regardait pas mon père. Il me regardait, et il avait l'air de savoir exactement qui j'étais. La pièce n'est pas devenue silencieuse d'un coup. Elle a basculé comme un bateau qui se déplace sous un nouveau poids.
Quelques rires ont persisté, nerveux, s'éteignant à mesure que l'homme en blanc faisait un pas en avant. Ses yeux sont restés fixés sur les miens. La reconnaissance n'était pas bruyante, mais elle résonnait sur son visage comme un nom enfin retrouvé. N'est-ce pas l'amiral Dubois? La question n'a pas crié. Elle n'en avait pas besoin. Elle a atterri comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Une fourchette a tinté sur une assiette. L'organiste s'est figé en plein milieu. Quelqu'un près du fond a chuchoté. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Papa a ri. Trop tard. Trop fort. Amiral, c'est un peu généreux, fiston. Aurélie est juste. Il m'a regardé alors. Vraiment regardé. La couleur a commencé à s'écouler de son visage. Sa main tremblait légèrement alors qu'il levait son verre pour une autre gorgée et s'est étouffé. Le vin rouge a giclé sur la nappe, tachant les motifs floraux comme du sang qui fleurissait sur le lin. Je me suis levé. La chaise a raclé doucement derrière moi. Ma robe s'est lissée sous mes paumes comme de l'eau calme. Ma voix était basse mais stable. Oui, ai-je dit. C'est moi. C'était tout ce que j'avais besoin de dire. L'homme en blanc s'est redressé. Un battement s'est écoulé. Puis il a porté 2 doigts à son front et a salué. Amiral à bord. Sa voix ne s'est pas élevée, mais elle a porté comme si l'air lui-même reconnaissait le grade. Un par un. D'autres ont suivi les hommes plus âgés d'abord, se levant avec précaution, genoux raides mais dos fiers, puis les plus jeunes, pas tous en uniforme, mais se tenant plus droit quand même, trouvant la ligne à leur manière. Un murmure a balayé la salle comme une marée qui change. Mon père n'a pas bougé. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Il m'a regardé comme s'il essayait de retrouver la fille dont il plaisantait et n'y parvenait pas. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. Je suis resté immobile et j'ai laissé le silence parler. Parce que ce n'était pas une performance. C'était une correction. Le salut s'est terminé. Les mains sont tombées à l'unisson. Plus net que n'importe quel applaudissement que j'avais jamais entendu. Un calme s'est installé dans la pièce. Pas gênant, pas confus, mais respectueux. Un silence trop épais pour les blagues, trop clair pour le déni. Quelqu'un près de l'avant a chuchoté. Oh mon Dieu! Elle l'est vraiment. Un autre a murmuré. C'est l'amiral Dubois. Le bouquet de ma sœur s'est légèrement affaissé dans sa main. Le sourire de mon frère a vacillé. Et mon père, il est resté assis là, clignant des yeux devant une nappe qu'il ne contrôlait plus. Pour la première fois de ma vie, personne ne riait. Je n'avais pas besoin de discours. Je n'avais pas besoin d'expliquer les galons que j'avais gagnés, les noms que je portais, les kilomètres d'océan et de combats qui m'avaient façonné. Tout était écrit dans ma posture, mon silence, la façon dont je me tenais sans m'excuser. Papa s'est raclé la gorge. On en fait trop, dit-il d'une voix faible. Allez, c'était juste une blague. Vous savez tous comment on se taquine dans cette famille. Personne n'a participé. Même Julien a détourné le regard. Ce n'était pas une blague, ai-je dit, brisant finalement le silence, ma voix calme mais délibérée. Ça ne l'a jamais été. Ses yeux se sont posés sur les miens, cherchant toujours. Peut-être un moyen de revenir à l'histoire qu'il racontait depuis des décennies. Celle où j'étais inoffensive, risible, la sous-performante qui ne réussissait jamais tout à fait. Tu aurais dû nous le dire, a-t-il dit. Il n'y avait pas de colère, seulement de l'incrédulité. Un homme réalisant que la pièce avait changé et ne tournait plus autour de lui. Toutes ces années, ai-je répondu. Je vous l'ai dit, juste pas dans la langue que vous écoutiez. L'homme en blanc s'est avancé, toujours au garde à vous. Madame, a-t-il demandé, permission d'offrir les honneurs appropriés. Il ne l'a pas dit par tradition. Il l'a dit par respect, par la compréhension que quelque chose de sacré s'était ouvert dans cette pièce et méritait d'être vu jusqu'au bout. Je lui ai fait un léger signe de tête. Restez simple. Il a acquiescé en retour et s'est tourné avec une grâce mesurée. Il a levé 2 doigts à sa tempe une fois de plus, et cette fois les saluts sont venus non pas d'une obligation, mais de quelque chose de gagné, de quelque chose de reconnu, de quelque chose d'indéniable. Mon père n'est pas resté debout, mais l'histoire, elle, s'est tenue, et elle ne lui appartenait plus. Je ne suis pas resté beaucoup plus longtemps après cela.
J'ai offert de discrètes félicitations à mon frère et à sa nouvelle épouse. Un doux merci à ma sœur, qui pouvait à peine croiser mon regard. Puis je me suis retourné pour partir. Pas de grande sortie, pas besoin. Alors que je sortais, la nuit d'été m'a enveloppé, lourde d'humidité et du bourdonnement des grillons. Les lumières des porches projetaient de longues ombres sur le parking de gravier. Les portes de l'église ont grincé derrière moi et des voix se sont répandues en ondes feutrées. Je ne me suis pas retourné. Au pied des marches, d'autres uniformes attendaient. Des visages que je connaissais de déploiement, d'autres que non, mais tous se tenaient avec la même dignité silencieuse que la marine vous enseigne, le respect sans spectacle. La loyauté sans condition. Ils étaient venus sans qu'on leur demande. Amiral à bord, a dit l'un d'eux de nouveau, plus doucement cette fois. Et j'ai rendu le salut, non pas pour moi, mais pour tout ce qu'il avait fallu pour atteindre ce moment derrière moi. Je savais que mon père était toujours debout sur le seuil, le verre oublié dans sa main, plus de mots à inventer. Il avait vécu toute sa vie en commandant les pièces avec des blagues et de la certitude. Mais maintenant, il faisait face à quelque chose dont il ne pouvait pas se sortir par des mots. Il m'avait appelé une gaffeuse. Le monde m'appelait amiral, et je n'avais pas besoin d'expliquer la différence. En atteignant ma voiture, j'ai regardé une fois de plus les fenêtres lumineuses de la salle. Je ne me sentais pas triomphante. Je ressentais quelque chose de plus calme, de plus stable, pas exactement une victoire, mais la paix. Non pas parce que je lui avais prouvé qu'il avait tort, mais parce que je m'étais prouvé à moi-même que j'avais raison. Et c'était suffisant. Parfois la vengeance ne rugit pas. Parfois, elle sort d'une pièce la tête haute, les talons claquant sur le béton, et laisse le silence à sa place. Le genre de silence qui ne peut être défait. Learned from what Google told me is that chapter 6 apparently is the most dense chapter out of the entire game, where there's like so much story, so much narrative in chapter 6 to go through. And I believe that it said there is a total of like I think 18 to 20 different missions in chapter 6 that you have to go through in order to like, you know, finish chapter 6 and get to the end of chapter 6, which is quite a substantial amount of missions for sure. And you know, basically you finish chapter 6 and then you have the way that it was described to me on Google, it said that apparently there is an epilogue to the story, and the epilogue has like two different parts to it. So you have like epilogue part 1 and then part 2, and that takes place after chapter 6, and it may be potentially considered chapter 7, or it might be chapter 7 and chapter 8. But yeah, essentially like what it said is that like we are nearing the end of the main story narrative, but there is still plenty of like gameplay remaining, and many hours that we have to, you know, continue investing into the game to get to the end. So yeah, that's kind of what I learned, what I found out when I did a little bit of some Googling here and there. Okay. Let's see, we have Micah all the way down here. We also have Reverend Strauss, or not Strauss, Reverend Swanson over here. Let's see what the Reverend wants. I'm curious to know what this quest is all about. Come on, Arthur. Morning, Arthur. Morning. Reverend? You okay, Mr. Morgan? I don't know, Reverend. These are challenging times for all of us. Yes, very challenging. You don't seem yourself, somehow. I've always felt... I've left the morphine, sir. Arthur, Reverend Swanson, would you excuse us a minute? Of course. New York? We are gonna go to New York. Now, they have been chasing us south and east and west. We're gonna get a boat, we're gonna get on a river, and we're gonna go north. New York. Then Tahiti, the Fiji Islands, or this place, New Guinea, dancing girls, freedom. But first, we have to make a whole lot of smoke, a whole lot of commotion.
and then we disappear. We need more commotion. One score and one whole hell of a lot of noise. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Are you feeling all right, Arthur? Sure, I'm fine. Pardon me for interrupting. I brought a friend, Arthur. Hello. Hello. Dutch. This is Eagle Flies. His father is a great chief. Charles and I, we Pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Dutch Vanderlyn, how do you do? Not well, sir. Well, I am sorry to hear that. How's your father? Father has confused wisdom with weakness. His people, my people. We've suffered too much. Been lied to too much. Now they've taken our horses. Who? The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. His people won't stop until we're all dead. Without horses, we cannot hunt. Without hunting, we will starve. This is another act of war. I see that. Men have helped me before, and I have money. Put your money away, son. What do you think, Charles? You know I told your father I will not fight over some horses. But I made no such promise. Come along. Arthur, we must go with them to try to stop things from getting out of hand. I guess. Come along. Well, this doesn't look good. We can get them more horses. I know. I understand Eagle Flies is angry, but I don't see how this will help anything. Especially not with Dutch whipping them up into a frenzy. We got enough folks coming after us without adding arms to the list. Bastards walk all over you? No, you're not. This is all that's wrong with this world. Okay, young man, lead the way. The horses are on a boat near Van Horn. I have a man waiting for us there with some canoes. Surely this can be done without killing anyone. Of course. What will be, will be. Anyway, son, tell me about this Colonel Favors. He's a vile man. He and his regiment take pleasure in persecuting us. All the young have been taken from our reservation, shipped off to reform schools. Many women, too. The old are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. This ends today. You have my word on that. You know, I think that Dutch, he has a good heart. He's trying to do the right thing. He's trying to help out the Native Americans, but... Why are you getting involved in this, Dutch? Yeah. Tell me, we shoot fellers as need shooting, we save fellers as need saving, feed them as need feeding. Not this again. It's been quite a while since we helped anyone but ourselves, and even you know that. I told you, noise. We need noise, Arthur. Noise and faith. I still don't know what that means. Stop questioning and think. Just think for a second. The Pinkertons have had time to reinforce. The civilized world is closing on us. Who knows what else Molly told them? We need to move towards a conclusion now. Sure, but what's this got to do with any of that? Some good, honest conflict between the army and the Indians might be just the distraction we need. Kill two birds with one stone. Cornwall was funding the Pinkertons' assault on us. Why do you think I dealt with him? With Cornwall gone, the government is far more likely to divert them to other issues, especially if there's one more scandal. And then we can slip away. Like I said, we just need that noise and one more score. You know, I went back for the chest I had hidden outside Shady Bell, and we're close, Arthur. That dynamite, the railroad contract with the army, it was all in those papers Micah found. I have a plan. You just have to trust me. I don't know, man. This seems very dangerous. There's Peta.
These men, like I said, they'll help us. I got the canoes. The boat is still moored in the channel. Good. Let's wait until nightfall. Alright, I mean, fuck it. We're gonna save some horses. Alright. Got a crash? Sounds good, Greasy. Have a good night, homie. Appreciate you. I'll probably end up, you know, popping into your stream whenever you go live. Just because I'm an idiot who doesn't know when to sleep properly. Of course, as always, dude. Boat ashore. As always. The best plan is to paddle up there silently, board her. And when we got control, we'll deal with that anchor and float away. We'll be ashore before anybody even knows what happened. Yes, sir. Have a good one, Greasy. Good luck. Pull up alongside. Quietly. Try not to kill anyone, Arthur. Well, there goes one.